Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire l'analyse de la lecture linéaire 11 de La peau de chagrin, qu'on va intituler Le banquet ivresse de l'énergie. Il s'agit d'un texte qui se trouve au moment du grand banquet auquel participe Valentin, euh, et au cours duquel il va assister à à la fête de la création d'un journal, en présence de nombreux bourgeois, d'artistes, etc. Et ce texte va mettre en place une réflexion sur la société à travers l'image de ce banquet, ce qui fait que comme problématique, on va utiliser comment le banquet devient-il l'image d'une société humaine en pleine déliquescence, c'est-à-dire en pleine décadence, en pleine dégénérescence, une société humaine qui s'effondre et qui perd tous ses repères. Le texte, je l'ai divisé en deux parties. Une première qui va de la ligne 1 à la ligne 9, du début jusqu'à bizarrerie des systèmes, et que je vais appeler de l'orgie comme perte des repères sociaux. Et cette partie assez longue, je l'ai elle-même coupée en deux parties, deux sous-parties. La première étant la montée en puissance de l'orgie, du début jusqu'à l'évaler sourire, qui est celle que vous avez ici à l'écran, et une deuxième, qui est la dégénérescence en affrontement, donc une orgie qui dégénère en affrontement, qui va de cette mêlée jusqu'à bizarrerie des systèmes. On va commencer par ce premier mouvement, et l'idée c'est donc de voir tout d'abord comment l'orgie va monter en puissance dans le texte. Et ça commence très très vite en fait avec la personnification de l'orgie. On a l'orgie déployée à sa grande voix, on va trouver associé à ça l'idée de grandeur qui est déjà surlignée, mais également l'idée de sang et l'idée de grossisse, qui est l'idée que cette personnification, plutôt qu'une personnification, cette vie qui est conférée à l'orgie évolue vers l'idée de gigantisme monstrueux. L'orgie devient ainsi un monstre, c'est-à-dire un mélange de créatures proche de la chimère, un assemblage de corps divers, ce qu'on va trouver avec un certain nombre de mots qui donnent cette idée de mélange, notamment composée, mais également confuse, tout à la fois, qui est un peu plus bas, ici, tous à la fois, et également deux voix, comme si l'orgie était un monstre composé de nombreuses choses. Toutes ces voix, elles s'associent à une référence à Rossini, que vous trouvez à la ligne 2, ici. Rossini, c'est un musicien, et ce qu'on appelle le crescendo de Rossini, c'est une technique musicale qui consiste à reprendre le même motif en ajoutant au fur et à mesure davantage d'instruments pour conférer de plus en plus d'ampleur au schéma musical, ce qu'on va trouver par exemple dans le boléro de Ravel. Et donc c'est un monstre, ce l'orgie devient un monstre, mais un monstre sonore, un monstre musical. Et cet aspect musical va nous rapprocher de Dionysos, le dieu du vin et de la fête, en l'honneur de qui étaient donnés les morceaux musicaux, les pièces de théâtre, etc. C'est donc le dieu de la musique complètement désorganisé, le dieu de la musique folle. Et donc ce crescendo de Rossini associé au monstre nous amène à cette image de Dieu de la musique et de la fête. Et cette fête, elle se retrouve évidemment avec les références à l'alcool. La capacité intellectuelle des convives va s'effacer devant celle des tonneaux, les tonneaux étant évidemment ceux qui contiennent le vin, et des cuves dans lesquelles on a fait macérer le raisin pour fabriquer le vin. On a donc avec cette référence au vin, une perte de contrôle, un glissement vers l'instinct, vers ce qu'on peut appeler la frénésie bachique, c'est-à-dire la frénésie de Bacchus, la frénésie de Dionysos, une perte de contrôle totale au profit de l'instinct animal. Ce qui fait que les participants vont se retrouver à quitter la civilisation. On a une courte énumération qui va se faire ici: toast insidieux, forfanterie, défi. Défi fait sauter les barrières de la convenance sociale, hein, de même que forfanterie et toast insidieux. L'idée, c'est que les personnages cessent de suivre la morale, hein. Les toasts insidieux sont des toasts menteurs, les forfanteries sont des mensonges, les défis sont la mise en avant de la violence. Les personnages perdent cette morale, ils sombrent dans la décadence, ce qui nous amène à l'idée que les valets sourire parce qu'ils ont bien conscience du contraste qu'il y a entre le statut bourgeois des convives et leur comportement indigne, ce qu'on va retrouver symbolisé en fait dans une espèce de, comment dire,
d'oxymore ici avec toast insidieux. Le toast est la célébration d'un événement, mais insidieux amène quelque chose de négatif, de fourbe, de forfanterie, et donc on a un conflit entre les deux. Ce conflit il dégénère complètement en affrontement dans le deuxième sous-mouvement, donc cette idée d'affrontement, et qu'on va voir dès le départ avec cette fois-ci des références au militaire, à l'affrontement militaire. On va trouver ainsi les mots combat. On va trouver également le mot mêlée qui va avec les paroles, mais on va trouver également l'énumération boulet, balle et mitraille qui sont les munitions utilisées à la guerre. On a donc un champ lexical de la guerre moderne qui vient se renforcer avec le mot se heurter qui donne une idée de choc. On a une violence de la scène, la perte de contrôle a mené à une violence, sauf que c'est évidemment pas une violence physique, c'est une violence en discours, puisqu'on trouve bien l'idée que c'est une mêlée de paroles. Et ce qui est intéressant avec cette mêlée de paroles, c'est que on a ici quelque chose qui tourne autour de la logique. Le mot parole en grec, c'est le mot logos, ce qui veut dire ici la raison, la logique, d'accord. Et cette mêlée, elle est une position de logique, de sens, de vérité, ce qui donne un semblant de structure intelligente au discours qui s'affronte. Vraiment, on est sur l'idée que le discours pourrait être intelligent. Ce qu'on va trouver avec des mots comme paradoxe, jugement interlocutoire. Donc vous avez vérité, paradoxe, jugement interlocutoire, arrêt souverain, qui sont vraiment des termes qui donnent un semblant de logique, vraiment de discours philosophique. On va trouver également singularité des pensées, donc une pensée originale, intelligente, ou bizarrerie des systèmes, le système étant un système de réflexion permettant d'expliquer le monde, l'idée bizarrerie lui donnant une idée d'originalité. Donc on a vraiment quelque chose qui relève de l'intelligence, de la logique, mais tout ça est complètement ironique, puisque on va trouver quelque chose qui relève de l'oxymore et de l'antithèse. Ainsi, nos paradoxes dont on parlait tout à l'heure sont douteusement lumineux. Donc douteusement lumineux s'oppose, lumineux donnerait quelque chose d'intelligent, mais douteusement quelque chose de peu clair, ce qui crée un oxymore venant remettre en cause l'intelligence du paradoxe. Les vérités, elles, sont grotesquement habillées de la même façon, donc on a des vérités mais qui sont déguisées puisqu'elles sont habillées, ce qui là aussi est oxymorique. Et en termes d'antithèse, jugement interlocutoire et arrêt souverain dont on parlait plus haut côtoient les niaiseries, les mettant au même niveau. Il n'y a pas de distinction. Les termes intelligents sont mis au même niveau que la bêtise de la niaiserie, ou même que les cris que l'on retrouvait un petit peu avant. Le débat est donc stérile et sous des airs intelligents, il ne débouche sur rien, ce que le rythme de la phrase mime un petit peu tout de même. Comme vous le voyez, on a une phrase complète là, tout ça ce n'est qu'une seule phrase, et cette phrase est rythmée par une quantité assez importante de virgules, on en a 7 tout de même, qui rendent le passage un peu confus, on a l'impression de quelque chose qui ne s'arrête jamais. Le texte mime ce côté totalement stérile, totalement complexe, qui ne débouche sur rien. Ainsi, le chaos, l'énergie déployée dans ce débat débouche sur une forme de chaos, et le chaos l'emporte sur la civilisation dans le deuxième mouvement, et tout particulièrement avec le premier sous-mouvement qui tourne sur l'idée de création artistique, avec la première phrase, c'était tout à la fois un livre et un tableau. On a ainsi la création d'une œuvre hybride, comme on le voit ici, c'est à la fois un livre et un tableau. On retrouve notre monstre, et ce monstre devient cette fois-ci non plus un monstre sonore, mais un monstre artistique.
C'est un livre d'abord parce que c'est le cumul de tous les écrits théoriques du comportement humain. Ainsi, on a les philosophies, les religions, les morales, les gouvernements, sous une nouvelle énumération, avec un pluriel systématique, philosophie, religion, morale et gouvernement sont au pluriel, qui va généraliser la remarque, et c'est un cumul de tous les écrits théoriques du comportement humain. L'idée, c'est que ce débat est un livre qui résume tous les grands actes de l'intelligence humaine, d'accord, ou à nouveau le tous en adjectif associé au singulier universel, l'intelligence humaine, mène encore une fois à l'universalité, à la généralisation. Et ce qui est intéressant, c'est que le banquet devient ainsi un événement synthétique de l'humanité. Donc ça, c'est l'aspect livre, mais Balzac nous a dit qu'il s'agissait également d'un tableau. Et pourquoi est-ce que c'est un tableau? Parce que c'est également une allégorie. C'est ce qu'on va trouver avec l'usage des majuscules, le temps par exemple, mais également sagesse et ivresse. Donc on a une allégorie qui est en fait un tableau de destruction, l'allégorie de la destruction, puisque tous les symboles d'intelligence mis en place par le livre vont tomber sous une faux aussi longue que le temps, ici. On a ainsi une allégorie picturale, la force créatrice ne peut mener au final qu'à la destruction. Le temps est irréductible et il va mener à la destruction de toute cette intelligence. Ainsi, sagesse ivre et ivresse sage qu'on trouve ici, dans un système de chiasme oxymorique. Alors pourquoi est-ce que je parle de chiasme? Parce que on a l'idée de sagesse ivre, et de ivresse qui revient ici. Donc on a quelque chose qui fonctionne en opposition, en parallèle, en symétrie, autour du ou. Et ce chiasme oxymorique qui vient détruire la frontière entre raison et folie pour l'humanité tout entière. L'idée, c'est que, quoi qu'il arrive, l'intelligence le cède à la destruction et au chaos à cause du passage du temps. C'est ce que va confirmer le dernier sous-mouvement, qui va nous amener dans une idée de chaos universel. La fin du texte convoque ainsi une image du chaos qu'on va trouver avec les mots, par exemple, tempête, mais également emporté, qui donne l'idée de perte de contrôle, de mer irritée, donc de mer furieuse, en colère, et qui va ainsi se retrouver dans l'idée de furieuse qu'on trouve à la ligne 15. Furieuse, c'est la colère qui fait perdre le contrôle. Donc la raison, l'intelligence a perdu dans le sous-mouvement précédent. Les esprits ne sont donc plus logiques et ils vont désormais se battre contre les figures de l'ordre et de la stabilité, symbolisées ici par les falaises. Les falaises sont cette idée de solidité, de mur, mais également toutes les lois qui sont les limites posées à la société par l'homme. Pire encore, ils vont également affronter la volonté de Dieu, qui sont cette fois-ci les limites posées par l'ordre supérieur, c'est la structuration de la morale humaine. Ce qui fait que, comme on combat toutes les formes de l'intelligence, toutes les formes de la stabilité et donc de la civilisation, la scène devient un sabbat des intelligences. Alors, le sabbat, c'est l'assemblée visant à communier et à convoquer le diable, organisé normalement par les sorcières dans l'imaginaire occidental collectif. Et ici, ça s'oppose évidemment à la civilisation, qui sont soutenues par les lois et la morale divine. C'est également une référence à un bouquin dont on reparlera, qui est Faust, dans lequel on assiste à un sabbat de sorcières. C'est la perte des contrôles, c'est une espèce d'orgie féminine pour convoquer le diable. Donc on est vraiment dans l'abolition totale de ce qu'est la civilisation aux yeux de l'Occident du 19e siècle. Ce sabbat, il prend tout son sens dans une opposition finale, dans un parallélisme final qui compare la situation du 19e siècle à celle de la Renaissance, puisqu'on va opposer d'un côté les enfants de la Révolution, c'est-à-dire les convives qui participent au banquet actuellement, qui sont les hommes du 19e siècle, les héritiers des idées libérales des Lumières qu'on menait à la Révolution, et Balzac fait un parallèle entre ces enfants de la Révolution et les joyeux buveurs à la naissance de Gargantua. Les joyeux buveurs, c'est l'idée générale de Rabelais, l'auteur de Gargantua. On fait référence ici aux circonstances du début du livre de Rabelais qui s'appelle Gargantua,
Gargantua, qui commence justement par la naissance du personnage. Donc les enfants de la Révolution sont globalement mis en parallèle avec les hommes de la Renaissance de l'époque de Rabelais. La naissance de Gargantua correspond à la naissance du journal, mais la vraie différence se fait sur la toute fin, puisque la période de la Renaissance est ici décrétée comme étant la destruction. Et donc la question, ça va être qu'est-ce qui est détruit à la Renaissance? Et en fait, dans l'idée du livre, la Renaissance marque la fin du Moyen-Âge, et donc la fin du règne de Dieu. Et donc c'est la première étape d'une perte de repères, d'une perte de codes qui vont structurer le monde, parce que les hommes, à ce moment-là, dans l'idée du livre, font tomber la puissance de Dieu pour remettre à la place la puissance de l'homme. Et évidemment, le 19e siècle vient sublimer cette destruction, puisque cette fois-ci, le 19e siècle rit au milieu des ruines. La destruction est maintenant finie. Alors pourquoi est-ce qu'elle est finie? Parce qu'on est justement, comme il le disait plus haut, après la Révolution. Donc les ruines, c'est celle de la Révolution. Et pourquoi est-ce qu'il y a des ruines? Parce que ça a été la destruction, cette fois-ci, non plus de Dieu, mais du roi, de la monarchie, et donc de toutes les lois, les garde-fous moraux, à la fois ceux du roi et de la religion, qui protégeaient la France du chaos. Et on assiste ici à une décadence totale, puisque maintenant tout est détruit. On retrouve l'idée qui était annoncée par Laroux, par la Faux du temps, dans la sous-partie précédente, à savoir que le temps est passé et qu'il a entraîné la destruction totale des garde-fous moraux, des garde-fous sociaux, etc. La Révolution est une abolition totale des règles, le monde a sombré dans le chaos, et ce banquet en est l'image. On peut donc dire que le banquet, en conclusion, évolue en une orgie au cours de laquelle les codes sociaux tombent les uns après les autres, détruisant les signes de la civilisation humaine, et cette généralisation, en fait, amène à l'universel. Et le banquet devient ainsi le symbole, en condensé pour Balzac, de la déchéance lente et maintenant définitive de la civilisation humaine, qui a détruit tous ces garde-fous. Voilà, j'espère que c'était clair comme ça, et